Il sera donc question de processus, de construction sociale, qui pose un certain nombre de questions, des questions à la fois simples et compliquées. Quand intervient cette patrimonialisation ? Peut-être dès le début, si on reprend la définition légale des archives en France, c'est-à-dire à partir du moment où l'artiste crée. Et puis ensuite, évidemment, il y a un certain nombre de processus, on en vient d'en parler ce matin, qui vont jusqu'à la sauvegarde, la mise en valeur, la description, le classement, etc., etc. Il y a la question de savoir qui s'occupe de cette patrimonialisation. Alors souvent, c'est l'artiste lui-même. Parfois, il peut être effectivement pris d'une sorte d'hubris de classement, de souci de la postérité. D'autres, au contraire, s'en préoccupent très peu. D'autres le font un peu en laissant finalement à leurs ayants droit, à la postérité, aux conservateurs, le soin de patrimonialiser leurs archives. Et puis évidemment, il y a la question de savoir ce qu'on va patrimonialiser. Est-ce que ce sont les manuscrits? Est-ce que ce sont les œuvres en gestation? Est-ce que ce sont les correspondances? Est-ce qu'on archive une création? Est-ce qu'on archive une vie? Tout ceci, évidemment, n'est pas très simple, mais je pense que nous allons entendre ce matin des présentations qui vont nous éclairer beaucoup par des points de vue assez différents sur ces processus effectivement assez complexes, qui n'intéressent pas que strictement la création littéraire, qui, je l'ai compris, est au centre de ces travaux, mais qui pourrait concerner d'autres processus de création. Je pense évidemment à l'art contemporain. Je pense que tout artiste contemporain, en fait, est un archiviste. Il suffit de songer à Picasso, mais on pourrait en penser à d'autres, Gerhard Richter, Sophie Calle. C'est une thématique, évidemment, tout à fait intéressante. Alors, les personnes qui vont prendre la parole vont le prendre par duo. Hein. Je trouve que c'est une bonne façon de faire. Donc 3 duos successifs qui vont venir à la tribune. Tous les orateurs sont des chercheurs. 3, je crois, sont plutôt des enseignants et 3 sont plutôt des conservateurs, même si on l'a vu aujourd'hui et ça a été redit dans la communication sur René Maran. L'invitation est faite évidemment pour que chacun s'imprègne des pratiques de l'autre. Alors tout de suite, sans attendre, je vais céder la parole à Christian Del Vento et Pierre Musitelli pour une communication intitulée « Préservation, édition, patrimonialisation des manuscrits d'auteurs en Italie, 14e, 21e siècle ». À l'Italie, à tout seigneur, tout honneur, évidemment. Christian Del Vento est docteur de la Normale de Pise et il a enseigné dans de nombreuses institutions universitaires françaises et aujourd'hui, il est professeur ordinaire à l'université de Pavie. Pierre Musitelli, je crois qu'il est inutile de le présenter, vous l'avez tous entendu à l'ouverture de ce colloque, dont il est l'un des organisateurs, et il est maître de conférence ici même dans cette maison à l'École normale supérieure, et tous deux s'intéressent en particulier aux questions de livres, de bibliothèques, de correspondances et de manuscrits d'auteurs pour l'Italie sur une période relativement longue, avec chacun évidemment ses spécialités selon les cas, plutôt les Lumières et les autres. Donc je vais leur laisser tout de suite la parole. Alors sans plus tarder, je commencerai donc mon exposé. Donc celui que vous voyez à l'écran, en fait, c'est pas un véritable manuscrit d'auteur. C'est par contre un des manuscrits les plus éminents de la tradition occidentale. C'est celle qu'on appelle la Littera Florentina, c'est-à-dire un véritable saint graal des études juridiques, hein, le manuscrit considéré le plus précieux au monde après la Bible, puisqu'il contient la version la plus proche du digeste officiel du droit romain promulgué par Justinien Ier en 530-533. Alors selon la légende médiévale répandue au XVIIIe siècle et reprise encore par Theodor Mommsen, ce manuscrit fut trouvé à Amalfi en 1130 par les soldats de Lothar III. Cet empereur aurait donné donc le manuscrit ensuite à la ville de Pise. Alors à présent, on admet en général que le manuscrit fut trouvé à Pise vers 1050. Alors pourquoi ce manuscrit est si précieux? En y regardant de plus près, le manuscrit aurait été créé entre l'émission officielle de 533 et l'émission de 557, les nouvelles constitutiones, celle qui donc il serait très proche de la première publication de Pandecte. Les 2 volumes, le Liber Sacratissimus, on pourrait dire des juristes, étaient conservés ici dans cette église, San Pietro in Vincoli à Pise, cum magna solemnitate et reverentia, comme le rapport Antonio de Pratovecchio. Et ils étaient consultés par les quelques juristes autorisés à le faire à des fins d'études. Alors sur la manière dont les tomes ont été conservés pendant la période où ils se trouvaient dans cette église, nous disposons de divers
détails. Alors, l'abbé Borgo del Borgo, citant Carlo Sigogno, comme source, raconte que, comme ils étaient confiés aux cancellieri degli anziani, chancelier des anciens, par une loi de 1284, ils devaient se rendre tous les 3 mois avec 2 notaires de la chancellerie pour vérifier l'état de volume, les tenir propres et, s'ils étaient ébranlés, les remettre à leur place. Alors, après la conquête de Pise en 406, parmi les prises de guerre florentines, la dépouille de la plus précieuse est évidemment ces manuscrits, ces 2 volumes manuscrits qui depuis seront connus justement précisément sous le nom de Littera Florentina. Alors, Averani, qui a écrit l'histoire, l'Historia delle Pandette Fiorentine, écrit que Gino Capponi, par droit de guerre, transporta à Florence cette dépouille si éminente. À Florence, la Littera Florentina fut placée avec les autres objets les plus précieux soustraits à Pise, voilà, dans un tabernacle appelé Sancta Santorum, d'abord à l'intérieur de la salle des audiences, au 2e étage du Palazzo Vecchio, puis entreposé dans les lieux le plus sacrés de la seigneurie, où était conservé le trésor de la seigneurie même, c'est-à-dire la chapelle des Priori que vous voyez dans l'image. Alors, le caractère sacré attaché à ces manuscrits se voit jusque dans le vocabulaire utilisé, Sancta Santorum. Comme à Pise déjà, il fit l'objet d'un véritable culte et il est conservé dans un véritable reliquaire aux côtés des instruments de la Passion, enfin, prétendument de la Passion, la vraie croix, la sainte éponge, le sang roseau, la sainte tunique et même un morceau du pan de la Seine. La garde du tabernacle est confiée à 2 frères convers de l'ordre cistercien sous la supervision du gonfalonier de justice, qui était la magistrature la plus importante de la République de Florence. Alors, on en vient au cœur de cet exposé. La consultation de cette relique était une tâche ardue. Un grand humaniste, toutefois, Ange Polician, est chargé par Laurent le Magnifique d'établir l'édition de la Littera Florentina en la collationnant avec le texte de la Littera Bonognensis, à savoir la Vulgata. L'intérêt de ce manuscrit et de cette œuvre éditoriale avait un but politique majeur. La démonstration de l'intériorité, sinon de l'originalité, de la Littera Florentina par rapport à la Littera Bonognensis, sous laquelle s'était construite, et c'était ça le cœur du problème, la culture juridique du monde communal. Et donc, c'était crucial pour la redéfinition du cadre politique de la péninsule et d'une grande partie de l'Europe de démontrer par contre l'originalité de la Littera Florentina, puisqu'elle aurait légitimé la prééminence de Florence dans le processus de renouvellement des sources du droit entamé à la fin du XVe siècle. Alors, sa proximité chronologique avec l'entreprise justinienne des Pandette pouvait valider la Littera comme un produit de la chancellerie impériale, si ce n'est même comme le Codex Archetypus. Alors, pour ce faire, il fallait démontrer qu'il conservait des traces de la main de Justinien lui-même. Parmi les critères utilisés par Polician, il y a la présence dans le texte de corrections interlinéaires et de variantes. En d'autres termes, la reconnaissance de l'auteur et l'identification des variantes d'auteur vont de pair. Pour Polician, le marque de leur nature d'auteur consiste en la présence d'une stratification sur le manuscrit, témoignant de la concrétisation progressive du texte sur la page, fruit d'un auteur cogitans ad generans et non pas d'un copiste ou d'un secrétaire. On sait que Polician se trompait. Le manuscrit n'était pas l'original visé par Justinien. Ce n'est pas Justinien qui intervient dans le prologue pour le corriger de sa propre main. Pour appuyer son hypothèse, Polician se fondait sur un passage de la vie de Néron, un autre empereur, de Suétone, dans laquelle Suétone racontait justement la manière de procéder de Néron dans la correction des textes et dans la rédaction et correction des textes. Mais en fait, il aurait pu faire référence à un autre exemple, bien plus proche, même si, disons, qui faisait moins autorité du point de vue politique, et qui, pour la première fois, probablement, avait mis en évidence infiniment
nouveau, on l'a vu hier, c'est-à-dire le culte, la patrimonialisation des manuscrits autographes, à savoir Pétrarque. Pour appuyer son hypothèse, Policien s'est fondé sur un passage... non, excusez-moi. Ici, il n'est pas question, comme ça a été hier, du chansonnier, sur lequel toutefois nous reviendrons bientôt, mais d'une autre œuvre à laquelle le poète, Pétrarque, avait attaché sa gloire future, sans jamais l'achever, à savoir un poème en hexamètre latin, l'Africa, qui offrait aux hommes de l'humanisme un exemple concret du travail d'un écrivain sur un ouvrage qui était resté inachevé à la mort de l'auteur. L'Africa, ce poème qui est centré sur les vicissitudes de l'expédition de Scipion l'Africain, dans la Deuxième Guerre punique, est très important parce qu'en fait, par-delà les renseignements qu'il offrait sur la manière de rédiger et corriger ces textes de la part d'un grand auteur tel que Pétrarque, se retrouve au centre d'un autre épisode qui est très central dans notre histoire. Au lendemain de sa mort, dans la mort de Pétrarque, les dépouilles, ses archives, notamment les manuscrits de l'Africa, firent l'objet d'un véritable contentieux non dénué d'implications politiques entre Padoue et les héritiers du poète d'une part, Florence et les principaux écrivains et humanistes de l'autre. Alors c'est Boccace que dans les quelques 18 mois qui séparent sa mort, Pétrarque meurt en juillet de 1374 et Boccace meurt à la veille de Noël de 1375. Alors Boccace s'engage un véritable bras de fer afin de parer à la dispersion, voire la destruction des archives de Pétrarque et des manuscrits de l'Africa. Il écrit carrément un carme en latin, Versus Domini Ioannis Boccacci ad Africam Domini Francisci Petrarche. Mais il ouvre aussi des négociations pour que les dépouilles de Pétrarque et ses archives reviennent à la ville de Florence. Et quand il découvrira que Francescuolo, le genre de Pétrarque, lui avait érigé un monument funèbre à Arqua, le village où Pétrarque, après avoir quitté Venise, Monica Zanardo a raconté hier l'histoire, se refuge, il s'écrira j'envie en tant que Florentin Arqua, en voyant qu'il gardera un bonheur si éclatant par la médiocrité d'autrui plus que pour son propre mérite. Vous voyez l'arche funéraire de Pétrarque. Alors, Arqua sera célèbre à travers les siècles et sera la destination de pieux pèlerinages. Le discours de Boccace, alors, prend une tournure significative. Non, ce n'est pas le monument funéraire qui compte, car Arqua possède le reste du poète, puisque le destin en a décidé ainsi. Les grands hommes n'en ont pas besoin, observe Boccace, ils confient leur renommée à leurs œuvres. Boccace, donc en sortant de l'invective, dans les Versus, affirme que Florence est la seule vraie patrie de Pétrarque et proprement sa mère. Et à ce titre, elle est, ou plutôt doit être, à la fois garante dépositaire de sa renommée. En ce sens, Pétrarque a besoin de Florence, au moins autant que Florence a besoin de Pétrarque. Florence, privée de ce qui lui appartient, c'est-à-dire l'Afrique, c'était l'Afrique, le centre de cette dispute, qu'elle désire, espère avoir en propre pour mettre fin à sa douleur et ne pas mourir. Voilà, vous avez les vers que j'ai traduits, je ne peux pas les lire, on n'a pas le temps. L'image est celle topique et souvent reprise dans la production politique du XIVe siècle, qui représente Rome comme une vieille veuve en deuil. Chez Pétrarque, nous la trouvons déjà dans une série de textes adressés à Benoît XII plutôt qu'à Charles IV de Bohême pour en invoquer le retour dans la péninsule. Et donc, vous voyez que Boccace fait clairement un clin d'œil à ce que Pétrarque avait déjà utilisé cette image.
Donc, Boccace invoque le retour à Florence des dépouilles de Pétrarque et de ses archives, comme Pétrarque avait invoqué le retour du pape à Rome et de l'empereur en Italie. Autrement dit, Boccace établit un parallèle entre ce personnage éminent de l'histoire contemporaine et le poète Pétrarque. À la fin donc de l'année 1375, Boccace, comme je l'ai dit, meurt. Ce sera alors un autre grand humaniste, Coluccio Salutati, qui conduira les négociations pour obtenir les manuscrits. Alors, cet épisode s'inscrit dans un phénomène nouveau, la dignité de la conservation des matériaux autographes produits lors des différentes étapes préparatoires qui s'affirment progressivement à partir du XIIIe siècle, notamment dans le contexte de nouvelles écoles et universités. Un phénomène qui est renforcé par les écrivains mêmes qui, tel Pétrarque, adoptent le modèle du livre d'auteur et de l'édition autographe d'auteur, ce qui, à leurs yeux, permettait de défendre leur œuvre et d'en garantir l'authenticité dans toutes les phases de la production et de la transmission. Mais l'abondance en Italie, à partir du XIVe siècle, de documents autographes d'auteurs que l'on ne trouve pas dans d'autres traditions avant le XVIIIe siècle, s'explique aussi par le fait que les reliques d'un écrivain promu auteur revêtent dans certains cas une signification extralittéraire. J'évoquais ici le cas de Pétrarque, mais il ne faudrait oublier par exemple celui de Saint François, dont les prétendus autographes sont conservés en tant que reliques à Assise. Ce processus s'accompagne d'une prise de conscience progressive par les humanistes de leur rôle et de leur prestige. De Poliziano à Ficino, de Sannazaro à Alberti, ils font l'objet d'un véritable culte de la personnalité qui s'étend à leurs livres et manuscrits recherchés et vénérés comme des reliques. Il se produit aussi un autre phénomène lié à la conservation, valorisation et patrimonialisation des manuscrits d'auteurs. Dans un contexte de patrimonialisation, il devient fondamental de reconnaître la main, seule garante de l'authenticité d'un manuscrit, et la philologie, confrontée au problème de la fides des éditions imprimées, c'est-à-dire de l'authenticité du texte proposé, valorise l'autorité de l'éditeur et celle du manuscrit sur lequel l'édition était établie, consacrant inévitablement l'autoritas de l'écriture autographe. Alors, si le problème était particulièrement aigu dans les domaines du droit et de la médecine, on le comprend, où la fiabilité d'un test avait des répercussions concrètes et immédiates, et où les autographes de l'auteur réel ou supposé étaient indispensables pour établir un test de référence, on en va de même pour les sciences littéraires. L'objectif de la philologie du Policien est de retrouver la forme exacte des mots pour arriver à saisir concrètement le développement des idées qui ont trouvé leur corps dans les mots, et ce qui était d'autant plus crucial, évidemment, dans le cas des pandectes. Alors, et je m'apprête à la conclusion, dans la Vénétie de la deuxième moitié du XVe siècle, donc on observe une quantité importante de manuscrits autographes d'origine pétrarqueste qui alimentent un véritable collectionnisme et une véritable vénération pour ces originaux que nombre d'amateurs recopient pieusement. Alors, le cas le plus éminent est celui du manuscrit Vatican latin 3195, l'idiographe utilisé pour l'édition diplomatique imprimée à Padoue en 472 par Bartolomeo Valdezzo et Martin de Siebenheiken, comme l'indique le colophone que vous voyez transcrit ex originali libro extracta. Alors, deux autres prélats, Pietro Bembo et Baldassare Turini da Pescia, parviennent à collectionner un nombre important de manuscrits, et Pietro Bembo s'en servira donc pour son édition du Chansonnier et pour ses proses de la Volgar Lingua. Mais ce qui nous intéresse, c'est que l'activité de Pietro Bembo aura comme objectif, à la fin de sa vie, donc de constituer une collection et de y rassembler justement ces précieuses reliques de l'œuvre de Pétrarque. Il parviendra à posséder ces manuscrits dont il s'était servi grâce à la générosité de ses anciens propriétaires. Ces manuscrits, vendus par son fils à Fulvio Orsini, seront cédés au début du XVIIe siècle à la Bibliothèque Vaticane, qui donc va depuis ce moment receler cet important legs. Alors, avec Bembo, donc,
les grands écrivains médiévaux devient le modèle pour les écrivains de la Renaissance, un objet convoité de collection, jusqu'à ce que, pour les écrivains bien évidemment contemporains, jusqu'à ce que ces mêmes écrivains deviennent rapidement eux-mêmes des auteurs classiques et fassent l'objet d'un intérêt similaire. C'est le cas de l'Arioste, qui, lui, vous voyez ici l'édition la plus importante qui restera l'édition de référence jusqu'au XIXe siècle, celle éditée par Girolamo Ruscelli en 1556. Alors pourquoi je vous la montre? Parce que cela fait état d'un phénomène nouveau. Girolamo Ruscelli ne résiste pas à la tentation pour enrichir son édition de publier des prétendues corrections apportées par l'Arioste de sa propre main sur un exemplaire de la 3e édition, donc peu de mois avant sa mort en vue d'une nouvelle édition. Alors, il s'ouvre une querelle qui dure jusqu'aux années 70 du siècle dernier sous l'authenticité de ces variantes prétendument autographes. Quoi qu'il en soit, les vrais manuscrits de l'Arioste suivront par contre le chemin du collectionnisme privé jusqu'à ce qu'à la moitié du XVIIIe siècle, ils parviennent à être déposés dans la bibliothèque municipale de Ferrare, ville natale du poète, par deux généreux collectionneurs, Giuseppe Carli et Giovanni Andrea Barotti. Alors c'est ici, et je conclus, qu'en juin 1783, un jeune écrivain qui promit un destin lumineux dans les lettres italiennes et européennes, Vittorio Alfieri, s'arrête. Ferrare est la 4e étape d'un véritable pèlerinage poétique, destiné à rendre hommage aux grands auteurs du panthéon littéraire italien. Après avoir visité donc Dante à Ravenne, la maison de Pétrarque à Arquois, celle du Tasse à Sorrento, la visite à Ferrare a un sens plus profond parce que ici, Alfieri ne visite plus seulement, il l'écrit dans son autobiographie, la maison et le tombeau de l'Arioste, mais aussi un objet d'une autre nature, c'est-à-dire ces manuscrits du Roland Fourieux. Et voilà, Alfieri accomplit un véritable pèlerinage, parce que les manuscrits de l'Arioste ne sont plus seulement un objet d'étude, mais aussi et surtout un objet de vénération. À l'instar d'une relique, Alfieri laisse carrément une trace de son passage, destinée à devenir elle-même un objet de dévotion, comme en témoignera 50 ans plus tard un voyageur français d'exception, Antoine Claude Pasquin Valéry, qui écrit « Alfieri s'inclinant devant ce manuscrit obtint la permission d'inscrire le mot Vittorio Alfieri vide e venerò, 18 giugno 1783, et voilà, ici, le garçon raconte à Pasquin Valéry que Alfieri carrément replorait devant le manuscrit et des traces de ses larmes n'en figureraient donc sur le papier. Mais ici, c'est une autre histoire qui s'ouvre. Le culte du manuscrit, dont Christian nous a rappelé une forme spectaculairement effusive et invasive, avec Alfieri qui griffonne un manuscrit de l'Arioste, est aussi une culture du manuscrit qui s'institutionnalisera, parce que je vais faire un grand bond vers l'époque contemporaine, une culture qui va s'institutionnaliser dans l'Italie du XIXe siècle dans un lieu, qui est la bibliothèque, où s'associent des fonctions muséales et des fonctions de consultation à des fins de recherche, d'érudition, de formation du goût. Il faut citer l'ouverture au public en 1886 de la Sala Manzoni de la bibliothèque Braidense de Milan, suivie au XXe siècle par la collection Giovanni Pascoli, puis par l'ouverture de la Sala Foscoliana qui présentait aussi des objets liés à l'activité d'écrivain comme son écritoire. Cette politique de muséification de l'archive littéraire, qui s'étend à partir de la fin du XIXe siècle aux archives et aux manuscrits des femmes et des hommes de lettres contemporains, se poursuit de façon ininterrompue tout au long des XXe, XXIe siècles en Italie. Comme l'a rappelé récemment Andrea De Pasquale, à partir de la fin des années 60, la direction de la Bibliothèque nationale centrale de Rome lance un appel aux principaux écrivains de l'époque pour leur suggérer de remettre leurs manuscrits à la bibliothèque et procède en même temps à des achats ciblés de manuscrits littéraires qui, à la fin du XXe siècle, s'étendent à l'acquisition de bibliothèques entières d'écrivains, les ouvrages faisant désormais partie de l'archive au gré d'une extension de la signification de ce mot à un plus large éventail d'ensembles documentaires, quelle que soit la nature typologique des éléments qu'ils renferment. Le pas
est rapidement franchie de l'archive à l'atelier. À Florence, ce sont bien des objets d'écrivains qui rejoignent les collections du cabinet Vieusseux et à Rome, dans les années 2010, les fonds de la Bibliothèque nationale centrale. Meubles, tableaux, photographies, coupures de presse, objets ayant appartenu aux écrivains, un éventail de Danun, ce que vous voyez à l'écran, la collection de disques d'Elsa Morante, sont acquis avec les papiers et les bibliothèques des écrivains. En 2015, ouvre à Rome l'exposition permanente Spazi Novecento, premier musée de la littérature du XXe siècle, dans une bibliothèque publique italienne qui nous immerge dans le laboratoire de la création de quelques grands auteurs et autrices, Delette, da Morante, Gadda, Pavese, Carlo Levi, Pasolini. Si je parle de muséographie immersive, c'est que la reconstitution matérielle de l'atelier d'écrivain est à la fois spatiale et visuelle, au moyen de films, de fenêtres, ouvrant sur des paysages fictifs projetés, comme dans le cas de Pasolini, avec une table fruste, de la vaisselle, un ballon de foot même qui s'ajoute au décor. Mais elle est également sonore, avec des bruitages de vent, d'eau, de chants d'oiseaux, de disques, de radio. Tout cela vise à restituer une atmosphère, celle des borgate et de la réalité domestique et sociale qui entoure Pasolini. L'ensemble procure, il faut l'avouer, une impression un petit peu étrange. L'immersion, favorisée par la scénographie, coupe le visiteur du contact de l'archive au sens propre. Les chaises ne sont pas faites pour s'asseoir, ni les bureaux pour écrire. Des vitres aux reflets crus nous séparent des cahiers qu'on ne peut pas feuilleter. Les manuscrits sont comme des papillons épinglés dans un cadre d'entomologiste figé, intouchable. Toute proportion gardée, bien sûr. La situation moderne des archives d'écrivains en Italie, bien qu'elle soit le fruit d'une très ancienne tradition, comme cela a été rappelé, n'a plus grand-chose à voir aujourd'hui avec celle que décrivaient les voyageurs européens en Italie au XVIIIe siècle. Attirés par les descriptions de manuscrits présentes dans les guides et les journaux de voyage, du Misson jusqu'au guide de la Lande, ils se rendaient nombreux à la bibliothèque ambrosienne de Milan pour observer les manuscrits de Léonard ou à la Laurentienne de Florence pour voir ceux de Pétrarque. Avec la Marciana de Venise et la Vaticane, il s'agissait des bibliothèques les plus prisées des étrangers et des Italiens pour leurs trésors patrimoniaux. Cependant, comme l'a rappelé Emmanuel Chatron dans un article de 2004, les visiteurs français s'avouent souvent déçus d'y trouver des livres, non pas en rayonnage, mais sur des pupitres couverts, des manuscrits souvent enchaînés, cachés ou enfermés dans des armoires sous clé. Le jésuite espagnol Juan Andrés, citant en exemple des bibliothèques de Rome, de Venise, de Naples, accusait ces dernières de devenir des bibliotaphes. Selon un mot défini par Jaucourt dans l'encyclopédie en 1965 et qui désigne un endroit impénétrable où les livres sont enterrés. Et c'était une critique d'ailleurs courante au siècle des Lumières de la bibliomanie et de l'usage non productif pour la science et pour la connaissance des bibliothèques que l'on retrouve par exemple dans un poème de Genève de Beccaria, Il Bibliomane, que je n'ai pas le temps de lire. Par ailleurs, au moment où entre XVIIIe et XIXe siècle s'accélère et se normalise le processus de patrimonialisation consistant à réunir et protéger les manuscrits dans des dépôts publics, plusieurs événements viennent rappeler que ce processus n'est en rien linéaire ni irréversible. L'archive littéraire, autour de laquelle se sont exprimées très tôt en Italie des manifestations de ferveur, nous l'avons vu, les archives littéraires sont un trésor et un trésor convoité, propre à stimuler des volontés d'appropriation publiques ou privées. Premier cas, lorsque Bonaparte fait prélever les carnets et le Codex Atlanticus de Léonard de Vinci à la bibliothèque ambrosienne en 1796. Ce n'est qu'un avant-goût des spoliations des collections de musées d'Italie et d'ailleurs en Europe qu'allait mener l'administration impériale entre 1809 et 1814. Paris, et je renvoie sur ce point aux travaux de Maria Pia Donato, les archives du Monde, déjà citées mercredi par Michel Espagne, Paris voit affluer d'énormes quantités d'archives, dont 149 tonnes d'archives romaines réparties en 2000 caisses, prises en charge par 18 convois terrestres circulant sur 4 itinéraires différents pour des raisons de sécurité. Les archives furent en grande partie restituées à la chute de l'Empire, le codex fut rendu à l'Ambrosienne, mais une partie des manuscrits resta à l'Institut de France, et c'est là d'ailleurs que nous avons pu, mercredi soir, voir des carnets de Léonard. Quant aux archives romaines, elles furent restituées à l'Archivio Segreto Apostolico Vaticano qui porte, et c'est Olivier Poncet qui le rappelle dans la recension qu'il a écrite du livre de Maria Pia Donato, qui porte, comme de nombreux dépôts touchés, la trace de ces enlèvements, la mémoire de cet événement. La porte d'entrée en bronze de l'artiste contemporain Tommaso Gismondi, 1985, illustre l'épisode de ce pénible voyage des archives romaines vers la France. Premier point, donc, la transformation d'une archive littéraire en patrimoine, c'est-à-dire sa transformation d'outil de travail privé, qu'elle était initialement en un objet d'intérêt public, c'est-à-dire un objet auquel la communauté culturelle a attribué une valeur symbolique, qu'elle soit littéraire, scientifique, religieuse, politique et aussi par conséquent pécuniaire,
un objet qui est de ce fait jugé digne de conservation et de transmission intergénérationnelle, est courante, cette transformation. Elle est courante dans l'histoire des manuscrits et des livres d'auteurs en Italie depuis la mort de Pétrarque. Un manuscrit, un imprimé, un fonds qui a acquis ce statut peut se trouver placé au cœur d'une concurrence institutionnelle, parfois internationale, pour son acquisition. On l'a vu tout à l'heure avec les archives partagées entre la France et le continent africain. Des patrimoines privés ou nationaux, plusieurs patrimoines peuvent se disputer une archive. La possession des archives, qui procure selon leur nature prestige, rayonnement, légitimité, n'est jamais dénuée d'enjeux stratégiques. Bibliothécaires et conservateurs du patrimoine tentent à définir des stratégies d'acquisition qui vont dans le sens de la reconstitution d'ensembles archivistiques complets ou cohérents. Certains, comme Léopold de Lille, s'engageant directement dans la procédure de restitution, de rétrocession complexe de ces manuscrits. En tant qu'historienne, Maria Pia Donato observait, pour sa part, que souvent ces collections pillées, entre guillemets, étaient elles-mêmes le produit de la guerre, de la suggestion politique ou de la force, de l'argent, en un mot de conflit, et qu'il convenait sans doute de ne pas trop projeter dans le passé les idées contemporaines de patrimoine et de propriété nationale pour s'intéresser plutôt à la façon dont les archives acquièrent, selon les lieux et les lecteurs, qui se les approprient, des significations nouvelles. Deuxième point, au moment où s'organisent et s'inventorient les fonds, les bibliothécaires sont bien obligés de se confronter aussi à plusieurs siècles de mauvaises pratiques. Vol, falsification, imposture qui perdurent au XIXe siècle, en Italie, en France et ailleurs en Europe aussi, à l'initiative de quelques aventuriers du livre, on va dire, qui ont semé le doute et la désolation dans certains dépôts, au risque de fourvoyer les historiens quant à la provenance des documents qu'ils utilisent. Le tristement célèbre Guglielmo Libri, d'ailleurs, en est un exemple assez intéressant. Il est italien et c'est un hasard. Nous nous posions la question avec Christian. Grand mathématicien florentin, je vais très vite, exilé de Toscane pour avoir pris part au mouvement Carbonari, il obtient à Paris une reconnaissance institutionnelle et scientifique. C'est aussi un bibliophile érudit qui va se constituer une collection gigantesque qu'il a en partie pillée dans les musées, dans les bibliothèques d'Italie et surtout de France, au gré des missions qu'il devait accomplir, puisqu'il avait été nommé commissaire au premier catalogue général des manuscrits et bibliothèques publiques des départements, donc une situation privilégiée pour avoir accès à des trésors patrimoniaux. Pour dissimuler ces méfaits, il profite du savoir-faire de quelques faussaires chevronnés à Paris et à l'étranger. Il démembre les recueils composites, il les relie en différentes pièces en volume simple, il arrache des pages pour créer des lots d'autographes, il change des titres ou dans certains volumes, il gratte les estampilles, il enlève les cachets et les timbres au moyen de procédés chimiques, il coupe les marges non ébarbées pour simuler des éditions différentes de celles qu'elles étaient à l'origine. Il rend méconnaissables des portions complètes du patrimoine. Bon, ensuite, des dénonciations anonymes vont obliger Libri à quitter précipitamment la France. Il se réfugie en Angleterre avec une bonne partie de sa collection et il va pouvoir la vendre à un particulier, Lord Ashburnham, qui va devenir propriétaire de ces fonds en 1847 avant que Léopold de Lille n'engage une procédure complexe de négociation et de rétrocession. Libri était-il un bibliophile ? Non, rétorque de Lille, c'était qu'un vulgaire brocanteur, coupable d'avoir dépecé en petits morceaux des recueils mutilés ou falsifié des livres précieux, comme les vandales de la bande noire qui ont démoli nos vieilles abbayes et nos châteaux historiques, se désole le chartiste. Ce qu'il aborde, c'est l'accaparement de la mémoire nationale aux mains des intérêts privés, dénués à la fois des compétences techniques pour en être les gardiens et de tout scrupule moral, deux conditions pour maintenir le patrimoine inaltéré sur le temps long. De Lille expose parfaitement dans son travail d'évaluation et de réparation des dommages commis par Guglielmo Libri les enjeux patrimoniaux mais aussi scientifiques et éthiques qui entourent la préservation des archives et des manuscrits. Lui qui avait livré bataille pour que les documents ne devinssent pas la proie de vulgaires spéculateurs, ne tombassent au pouvoir d'amateurs jaloux qui les auraient cachés au fond de cabinets inaccessibles. C'est autour des imprimés anciens et des papiers de gens de lettres que naît l'histoire moderne des falsifications et des vols, et c'est de cette histoire, comme le montre bien de Lille, que naît à son tour la nécessité de fonder une méthodologie pour l'inventaire des fonds et de formaliser ce qu'on pourrait appeler les bonnes pratiques de la bibliographie et de la bibliophilie. Mais ces questions continuent de se poser aujourd'hui, dans le contexte d'une valorisation constante du marché de l'autographe et, notamment en Italie, d'un recul des prérogatives de l'État en matière de gestion du patrimoine culturel. Merci.